Juste avant que la vidéo commence, je voulais dire que je soutiens pas spécialement le système actuel et qu'il y a des failles et que, comme dans tout système, voilà, il y a des défauts et qu'il faut les corriger. Je suis pas un soutien absolutiste de la Cinquième République, de comment elle fonctionne, etc. Alors, Philippe Fabry, vous dites ceci, et c'est intéressant. Vous dites qu'au fond, on n'est pas en démocratie, que la France n'est plus une démocratie selon les critères de la démocratie. Et là, évidemment, quand on dit ça, on dit comment, mais quand vous dites ça, enfin, on n'est pas alors. Oui, mais on n'est pas en Corée du Nord. Vous comparez quoi avec les pays du Moyen-Orient, avec quoi? Non, mais c'est pas possible. On peut pas dire ça, c'est obscène. Et vous répondez, c'est quoi? Et je voudrais qu'on revienne à ça. Quels sont les critères de la démocratie et pourquoi la France ne l'est plus? Oui, c'est effectivement l'information importante. Ah bah oui, ça me semble être une information assez importante, oui. J'attends de voir l'explication et le raisonnement, hein, parce que si c'est le cas, c'est assez grave. C'est le but de ce livre. Je voulais faire comprendre à ceux qui croient qu'on est vraiment en démocratie que c'est pas le cas, et à ceux qui comprennent bien, parce qu'il y a une intuition dans le pays comme quoi ce n'est plus normal, mais c'est vrai qu'on emploie des mots comme dictature ou choses comme ça, et que donc les défenseurs du pouvoir ont un beau jeu de venir expliquer mais vous êtes des factieux, on a une élection, etc. Complotistes et autres. Voilà. Oui. Et donc ce que j'ai voulu démontrer, c'est que nous ne sommes pas en démocratie, et pas en me référant à une vision, on va dire, philosophique de la démocratie qui serait forcément contestable, ça fait des siècles qu'on réfléchit là-dessus, mais tout simplement en regardant aujourd'hui qu'est-ce qu'on considère facilement et couramment comme démocratie, en particulier tous nos voisins directs européens. Et est-ce qu'on a le même système chez eux que chez nous? Bah non. Non, mais en vrai, si on veut une réponse plus fournie, évidemment que non, vu que tous les pays ont une histoire différente, ont eu des évolutions différentes, ont une perception de la démocratie qui a pu être différente, etc. Donc forcément, non, on n'a pas le même système que nos voisins, parce qu'en fait, il y a autant de systèmes qu'il y a de pays. En réalité, il faut vous imaginer que tout ceci est une machinerie, c'est comme votre système de chauffage central, on va dire. Il y a forcément des composants différents, vous avez une chaudière, vous avez des tuyaux, vous avez des robinets, et tout ça, vous le trouvez dans tous les pays. Donc, on se dit, et en général, quand on vous explique qu'on est une démocratie, c'est mais regardez, vous avez les mêmes systèmes. Vous avez les mêmes éléments. Le Parlement, le président... Voilà. Mais le problème, c'est pas tellement les éléments, c'est comment ils sont branchés. Et en fonction de comment ils sont branchés, vous avez de l'eau chaude ou vous en avez pas. Si l'eau chaude, c'est la démocratie, pour faire la métaphore. Et donc chez nous, on n'a pas d'eau chaude, alors que nos voisins, oui. Et donc c'est ça que j'ai essayé d'expliquer. Alors entrons dans le vif du sujet. En quoi concrètement on n'a pas d'eau chaude? En quoi effectivement le fait qu'on ait un président, où il y a un Sénat, chambre haute, chambre basse, les députés, on a soi-disant, enfin en principe les contre-pouvoirs, Conseil constitutionnel, Conseil d'État, la justice, etc. Mais en fait, ça ne marche pas. Ça marche pas. Alors la chambre haute et la chambre basse, on les a, comme tout le monde, élus sur le même mode que tout le monde. Non. Bah non, en effet, parce que, en fait, par exemple, on peut regarder l'Angleterre, hein, enfin le Royaume-Uni, qui est un pays voisin aussi. Par exemple, leur chambre haute, elle est pas du tout élue comme chez nous, hein. C'est une chambre qui se compose de membres nommés à vie par le roi, sur proposition du Premier ministre. Donc ça, c'est déjà bien différent, hein. Nous, il n'y a pas de roi qui nomme nos sénateurs, ou enfin voilà. Non, pas trop de rapport, quoi. Et en plus, eux, dans leur chambre haute, donc l'équivalent du Sénat, par exemple, ils ont des lords spirituels. Donc en fait, ce sont des religieux, hein, donc des évêques, etc., qui sont nommés à la chambre haute, alors que chez nous, bah, c'est pas le cas, hein, voilà, par exemple. Et donc, si on suit sa logique, bah, on n'est déjà plus en démocratie. Sénat, chambre des députés. Voilà, avec un Sénat qui est élu au suffrage indirect, une chambre des députés élue au suffrage direct. Donc ça, pas de problème, on a les choses comme il faut. Bah non, parce qu'on n'a pas la même chose que nos voisins du Royaume-Uni, là. Il y a un truc que j'ai pas compris. Et c'est là où le bas blesse. Et c'est là où le bas blesse, Ouais. parce que chez nous, il y a cette séparation, on va dire, formelle dans la Constitution. Effectivement, on a un président et un Premier ministre, mais la réalité, c'est que c'est le chef de l'État qui concentre tout le pouvoir, que le vrai chef du gouvernement, c'est le chef de l'État, parce que c'est lui qui préside le Conseil des ministres, alors que dans les autres pays, il en est absent. C'est le Premier ministre qui... Oui, il faut dire, dans les autres pays, quand il y a le Conseil des ministres, le président n'assiste pas. Non, il n'est pas là. Le président ou la reine d'Angleterre, il n'est pas là. On lui fait des comptes rendus, mais il n'est pas sur place, et donc c'est pas lui qui commande. C'est pas lui qui préside.
Oui, bah, tout ça c'est pas faux, hein. Effectivement, nous, contrairement à pas mal d'autres systèmes politiques, on a un système qui met beaucoup en avant le président et ses pouvoirs. C'est critiqué par ailleurs par plusieurs partis, etc., hein, y a pas de problème. Ça, c'est vrai, y a pas de souci. Et de l'autre côté, vous avez un gouvernement qui n'est plus responsable devant le Parlement. En fait, si le gouvernement était vraiment responsable devant le Parlement, en pratique et pas juste en théorie, régulièrement, on aurait des gouvernements qui tomberaient sur motion de censure. Hein. C'est la fameuse chose dont on parle, c'est-à-dire il perd sa majorité, il tombe et ils doivent trouver une nouvelle coalition avec un autre gouvernement. Chez nous, ce n'est jamais le cas. Il n'y a jamais eu de motion de censure qui a été votée, sauf une qui a été contournée par De Gaulle en 62, mais j'entre pas dans les détails. 62, oui. Voilà. 50 mais en fait, depuis, il n'y en a jamais une qui a été votée. Alors en fait, il y a une explication assez simple à ça. Bon, déjà pour juste à titre de comparaison, parce que justement, lui il aime bien, enfin apparemment ses buts c'est de comparer avec les voisins. Par exemple au Royaume-Uni, il y en a eu que deux, hein, des motions de censure en 100 ans. Donc bon, ils sont pas trop mieux que nous. Mais en fait, même si on met à part ça, pourquoi est-ce qu'il y en a eu quasiment, enfin, jamais? C'est parce qu'en fait, ça a lieu que, en théorie, forcément, que si l'Assemblée nationale a une majorité qui est différente que le président. Forcément, son propre parti ne va pas le faire, ne va pas faire tomber le gouvernement comme ça, sans aucune raison. Donc, effectivement, en théorie, que si l'Assemblée nationale n'a pas la même majorité que le gouvernement. Et en fait, si l'Assemblée nationale n'a pas la même majorité que le président, ben en fait c'est assez simple hein, ce qui se passe. Le président, bah, il peut pas nommer le ministre qu'il veut. En théorie si, mais dans les faits non. Parce que s'il nomme un premier ministre qui n'appartient pas à la majorité de l'Assemblée nationale, bah, qu'est-ce qui se passe? Eh ben il se prend une motion de censure. Et donc ce qui se passe, c'est que bah, le président, bah, en fait il prend directement un premier ministre qui provient de la majorité qu'il y a dans l'Assemblée nationale. Et ça s'appelle comment? Bah, ça s'appelle une cohabitation. Et ça, on en a eu un peu plus que des motions de censure. Donc de facto, le gouvernement n'est pas responsable devant l'Assemblée, il est responsable devant le président. Donc tout est concentré en fait autour du président. Ce qu'on a appelé à tort un régime semi-présidentiel, parce que dans semi-présidentiel, il y a l'idée de modération, de juste milieu. Finalement, on serait presque meilleur que les autres à ce compte-là. Alors qu'en réalité, ce n'est pas un régime semi-présidentiel. Comme tous les régimes catégorisés semi-présidentiels, c'est un régime hyper-présidentiel que nous avons en commun avec des pays comme l'Égypte, la Syrie, l'Algérie ou la Russie. Alors oui, donc on est dans un régime semi-présidentiel. Et selon l'auteur de base hein, qui a défini cette notion, c'est Maurice Duverger. Et si on peut regarder bah, sur tout simplement sur la page Wikipédia, il est écrit que le régime semi-présidentiel peut se définir par les critères suivants. Un président élu au suffrage universel direct, un chef d'État ayant des prérogatives propres, mais aussi un gouvernement responsable devant le Parlement. Donc il y a bien cette différence-là. Sachant qu'à côté, bah, il y a le régime présidentiel, lui. Donc il n'est pas semi-présidentiel, mais présidentiel. Et lui, il est caractérisé par la non-responsabilité de l'exécutif devant le législatif. Donc c'est encore pire que, enfin, pire que nous si on veut. C'est carrément que là, le législatif ne peut pas dissoudre l'exécutif. Et l'exécutif ne peut pas dissoudre le législatif non plus. Il y a une vraie séparation entre les deux en fait. Mais du coup, je suis curieux, je veux dire, si un semi-présidentiel, on appelle ça un régime hyper présidentiel, alors un régime présidentiel, c'est quoi? C'est giga présidentiel, quoi. Si on compare avec d'autres pays, effectivement, le régime semi-présidentiel, c'est pas forcément celui-là qui est le plus implanté. En fait, sur cette carte-là, on peut voir en fait les régimes semi-présidentiels en jaune. Un régime semi-présidentiel qui effectivement a lieu par exemple en France et aussi en Russie, ça d'accord. Mais il y a aussi par exemple le Portugal. Bon, le Portugal, je pense pas que c'est une dictature. Et si on compare aussi, en bleu, on a ce qu'on appelle les régimes présidentiels. Et donc eux, bah, c'est eux qui, par exemple, le législatif peut pas dissoudre l'exécutif, par exemple. Et bah, ça, bah, on en a bien plus. Et on a quasiment toute l'Amérique qui est dans ce cas-là, et l'Iran aussi. Donc effectivement, ça pose un petit peu problème là aussi si on fait une comparaison entre les pays.
ça veut dire que genre États-Unis est égal Iran. C'est un raccourci un peu facile quand même. Donc on a un chef de gouvernement qui n'est pas contrôlé. Et encore pire, j'ai envie de dire, chez tous nos voisins, le chef du gouvernement, c'est toujours le chef de la majorité parlementaire. C'est celui qui est élu, c'est Boris Johnson en Angleterre, etc. C'est le cas chez nous. Chez nous, si on compte que c'est le président, oui, mais le Premier ministre, cette fonction qui devrait avoir un poids, d'après la Constitution, qui dirige, on s'aperçoit qu'on va chercher des... Enfin, il suffit de lire la presse ces jours-ci, on s'aperçoit que le Premier ministre risque d'être sélectionné sur entretien d'embauche chez le directeur de cabinet du président de la République qui de temps en temps passe une tête, mais pas du tout parce que c'est le produit de l'élection et du suffrage universel. Donc nous ne sommes pas dans une démocratie. Bon bah là pas de bol parce que l'émission elle a été tournée il y a 4 mois. Bon bah il suffit de voir les élections présidentielles qu'on a eues avec les élections législatives à sa suite, où on a fait que de parler de risque de cohabitation par exemple avec la gauche, etc. Pourquoi? Bah parce que c'est bien l'Assemblée nationale qui choisit le chef du gouvernement. C'est pas le président de la République. Alors il le nomme effectivement, mais en fait s'il nomme encore une fois, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, mais s'il nomme un chef de gouvernement qui correspond pas à l'Assemblée nationale qui possède une majorité, qui possède une majorité dans l'Assemblée nationale, eh ben, elle va juste faire une motion de censure et virer le mec qui a mis en place le président. Donc non, ça marche pas comme exemple. Mais en réalité, tout ça n'est qu'une évolution logique à partir du moment où on avait adopté le suffrage universel direct pour nommer le chef de l'État, parce qu'en fait, le problème vient de là, parce que ça crée un déséquilibre de légitimité. Normalement, dans toutes les démocraties fonctionnelles, démocraties parlementaires voisines, la légitimité, la souveraineté populaire, elle s'exprime à travers le Parlement, qui est élu directement par le peuple. Et pas à travers l'élection du présidentielle. Voilà. Non mais bon. Encore une fois, je le répète et je le redis. Vous pouvez critiquer le système dans lequel on est. Y a pas de souci. Il y a plein de trucs qu'on peut reprocher, etc. Là, par contre, encore une fois, l'exemple est pas bon. Il nous dit, alors la légitimité, elle vient que les gens élisent directement le président, à la différence de l'Assemblée nationale. Bah non, parce que c'est le cas aussi. Du coup, c'est pas ça le problème. Il peut avoir un problème effectivement de surreprésentation du président, mais en tout cas, c'est pas lié directement à ça, parce que dans les faits, bah non, c'est la même chose. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est justement tout le problème. C'est une question qui a été discutée très tôt en fait en matière de sciences politiques et de droit constitutionnel, de savoir quel était l'effet du suffrage universel qui doit se porter sur un seul homme. Encore une fois, parce que le standard démocratique, je le disais tout à l'heure, c'est le fait que le cœur du pouvoir, ça doit être le Parlement, parce que c'est là qu'on débat. Et par définition, le Parlement est forcément plus représentatif de l'ensemble de la société qu'un seul homme, parce que il y a forcément des courants, des tendances diverses, ce qui peut pas être le cas d'un seul homme. Un seul homme, toujours, il sera élu en partie par défaut, par des gens qui n'en veulent pas, et on l'a vu encore plus avec le vote utile, le vote contre, le vote de rejet, etc. Et d'ailleurs, c'est une marque du régime, ça a tendance à être de plus en plus le cas, ce manque de légitimité qui a été mentionné. Oula, mais attendez, là, ça veut dire que... Enfin, attention, parce que quand même, là, ils vont quand même s'attaquer à De Gaulle sur Sud Radio, quoi. Bon, Alors, je suis pas expert en gens qui écoutent Sud Radio, mais je pense que s'attaquer à De Gaulle sur Sud Radio, c'est un peu compliqué, quoi. Effectivement, dans l'idée de De Gaulle, à la base, l'idée c'était pas ça. L'idée c'était de donner une autorité suffisante, centrale à un personnage. Ah mais voilà! Ouf, putain, l'honneur est sauf. Ah mais d'accord, mais ça a rien à voir en fait. Son idée à lui, c'était de donner le pouvoir à une personne centrale. Qui était lui à la base, afin de régler notamment un certain nombre de problèmes et surtout de se tenir au-dessus des partis. Ce qu'il appelait les partis, c'était justement les défenses des différents groupements d'intérêt. C'était pas forcément partis politiques, c'était les groupements d'intérêt. Par définition, le Parlement est forcément plus représentatif de l'ensemble de la société qu'un seul homme, parce que il y a forcément des courants, des tendances diverses. Ce qui peut pas être le cas d'un seul homme. Un seul homme, toujours, il sera élu en partie par défaut, par des gens qui n'en veulent pas. Groupement d'intérêt, parti politique, oui. Enfin non, c'était pour se tenir au-dessus des partis politiques, comme il dit. Qu'est-ce que j'ai à rajouter en fait? Pourquoi
Pourquoi est-ce que... alors, tous les autres présidents derrière qui font la même chose que lui, c'est pas bien. Par contre, De Gaulle, il le fait, lui, c'est bien. Parce que c'est De Gaulle, quoi. Le problème, c'est que De Gaulle avait beaucoup de qualités et c'était authentiquement un démocrate. Il l'a montré par sa pratique du Sûr. pouvoir. Et rappelons-nous qu'il est parti quand le référendum ne l'a pas donné en 69 Tout à la fait. majorité, il est parti dans l'heure qui suit. Tout à fait. Alors oui, mais il y a eu mai 68 avant, et c'était un gros bordel. Et du coup, De Gaulle a autant fait son référendum par rapport à la question que, effectivement, pour juger s'il quittait oui ou non le pouvoir. Et bon, alors après, enfin, c'est une vision comme une autre, hein, je dis pas que c'est la vision vraie, exacte, objective, mais une vision aussi qui peut être vue sur les référendums de Monsieur De Gaulle, bah, c'est que c'était un moyen de réaffirmer sa légitimité via le peuple, en outrepassant d'autres légitimités. Et donc, bah, ça a quand même pas l'air d'être dans ce sens-là que veut aller ce monsieur. Le problème, c'est qu'il a beaucoup usé d'une pratique plébiscitaire du pouvoir, c'est-à-dire le fait de faire voter le peuple sur des propositions constamment, et que ça, on sait par expérience. Alors, ça peut paraître contre-intuitif, effectivement. On se dit, si on vote, c'est qu'on nous donne le choix, Ben c'est oui. qu'on a le droit. Mais on sait par expérience que le plébiscite, le danger du plébiscite, c'est la dictature de la majorité, ou alors d'une minorité qui arrive à se constituer des majorités régulièrement sur des votes. Ah, donc mea culpa. Il dit bien que De Gaulle avait une manière de faire le pouvoir qui peut conduire à une dictature. Bon. Chez nous, cette concentration autour de la présidence pendant 60 ans, ça a recréé une sorte de nouvel ancien régime. En fait, c'est une monarchie, ce que vous dites. Voilà, c'est Quelque part, ce qu'on a appelé très tôt la monarchie républicaine, mais c'était Maurice Duverger qui disait ça, un constitutionnaliste. Mais lui, il employait ça dans un sens qui lui semblait positif, parce qu'il pensait que ça aiderait la France à se moderniser, etc. Bah non, bah non, c'est pas une monarchie. Alors c'est vrai c'est tentant hein, de faire le lien avec ça en se disant oui, il concentre beaucoup de pouvoir, donc ok, c'est comme un monarque, etc. Mais non, encore une fois, non, il y a quand même des limites à ce qu'il peut faire, tout simplement. Enfin voilà, on peut reprendre l'exemple des cohabitations. Un monarque, ça s'embête pas d'avoir des gens à son opposé dans son gouvernement. Il s'en fout, le monarque. Enfin voilà, encore une fois, je ne critique pas, enfin, vous pouvez faire la critique du système, ça y a pas de souci. Mais il y a des choses, c'est limite. On n'est pas dans une monarchie, et alors bon, encore moins, mais alors encore moins dans une monarchie de l'Ancien Régime, hein. Une monarchie de l'Ancien Régime, c'est une monarchie dont le roi tient les pouvoirs de droit divin, etc. Enfin, ça n'a absolument aucun rapport. Donc, faut être un peu nuancé dans les propos, quoi. Et ensuite, il y a effectivement aussi le problème des médias. Il y a un contrôle des médias qui se fait notamment par... Alors moi, je compare ça un petit peu avec les liens qu'il y avait entre le clergé et la monarchie sous l'Ancien Régime. C'est-à-dire qu'il y a une... La clergé et la noblesse, enfin, voilà, oui, la monarchie. il y a un acoquinage avec une grande partie des médias. Il n'y a pas besoin que tous les médias le soient. Il suffit que vous ayez une moitié des médias, on va dire, qui sont dans la main du pouvoir et qui passeront souvent leur temps à expliquer d'ailleurs que les autres médias sont pas sérieux. Du coup, et donc les médias sérieux, c'est généralement ceux qui sont subventionnés par le pouvoir. Hein. C'est eux qui ont richement subventionnés. voilà, richement subventionnés, qui ont des sites de fact-checking, etc. pour vous expliquer que ce que vous voyez n'est pas exactement ce que vous voyez, ou en tout cas il faut le voir comme le gouvernement le voit. Pour le rapport avec le clergé et la noblesse, alors là, je comprends pas. Il explique même pas le rapport, donc vraiment je ne comprends pas. Tant pis hein, pour cette partie-là. Pour la partie, oh là là, les médias ils sont assujettis à l'État. 80% des médias en France sont détenus par 9 milliardaires. Il n'y a pas un assujettissement des médias par l'État en France. Il y a un assujettissement des médias par les milliardaires en France. Et en plus, vous devriez le savoir, vous, à Sud Radio, c'est un milliardaire qui vous détient, vous aussi. Donc voilà. Et tout ça, ça a été notamment obtenu grâce au système de subventions directes, qui sont une spécificité française. Oui, justement, vous disiez là dans le livre, aucun pays d'Europe ne subventionne les médias directement comme le fait la France. Ni ne les subventionne autant. Il y a un rapport du Sénat là-dessus. Bon, alors ce qu'il dit, c'est écrit dans son bouquin, donc je sais pas si c'est bien le bon rapport que j'ai, mais bon, j'ai trouvé un rapport effectivement sur les subventions aux médias et à la presse.
Mais juste parler d'un exemple, je pense que ça va être un peu parlant quand même. L'Humanité, le journal par exemple, il est subventionné par l'État. L'Humanité, c'est détenu par un groupe, et ce groupe, le président, c'est un député communiste. Donc, ouais, la subvention de l'État, rapport avec la manipulation et tout. Ah, un journal communiste quand même, enfin, c'est pas ouf quoi. À moins que depuis le début. Nous sommes en guerre. Le dernier bastion de démocratie, j'ai envie de dire, dans ce Oui, pays. c'est le Sénat. Voilà, c'est le seul, parce qu'on ne peut pas faire des sénateurs godillots. C'est des gens qui sont en permanence en contact avec le terrain, donc ils s'en laissent pas compter, contrairement aux parlementaires qu'on sort du chapeau, comme ça, qu'on fait élire dans un tout nouveau parti, comme en 2017. Ah bah merde. Bah parce que déjà c'est le seul truc qui est pas élu directement par les Français. Et de deux, De Gaulle, hein, apparemment qui est quand même qui surclasse tout le monde, hein. Bah, il a essayé de le faire sauter quoi le Sénat, donc apparemment il allait pas trop dans le bon sens lui non plus. Si il voulait faire sauter le seul truc démocratique de notre pays, je sais pas, moi je conjecture, hein, c'était pour mettre en place une dictature ou enfin je sais pas, hein. Et en même temps, il y a plus aucune capacité de critiquer ce qui est en train de se passer, justement parce que les gens ne sont plus dans une démocratie. Bah qu'est-ce que vous faites là alors? Bah, attendez, mais c'est un paradoxe là, je connais là. On dit qu'on n'a pas le droit de critiquer, mais il y a quelqu'un qui critique, mais j'appelle la police. Donc ils se retrouvent Oui, aussi. ils s'en rendent même pas compte, Voilà. en fait, quelque part. Donc en fait, les quelques personnes, comme je fais là, qui essaient d'expliquer, mais non, on n'est pas dans une démocratie, se retrouvent finalement, comme au XVIIIe siècle, les penseurs des Lumières qui allaient expliquer aux gens, mais vous comprenez qu'on peut envisager un autre moyen. Et on en est revenu là, en fait. On a régressé au plan du débat et des mentalités politiques, on a régressé de 200 ans. Et ça, c'est catastrophique. Ah oui, carrément. Vous dites régression Je 200 pense ans. oui, parce que dans le On discours est qui est fait... ancien régime. Allez, carrément hop, lui c'est le penseur des Lumières qui vient nous éclairer sur de sa sagesse sur ce qui se passe. Parce que là, apparemment, bah, ça y est, on est dans l'ancien régime, donc monarchie de droit divin, hein, Macron couronné par le pape, il me semble. Il n'y a aucun contre-pouvoir, donc les élections, tout ça, ben en fait c'est faux. Hein, vous allez mettre des petits papiers dans les boîtes là. Et en fait, ça c'est faux. En fait, on fait une fausse sélection. Donc, quand, bah, du coup, il y aura pas de réélection. Hein, désolé pour la fin de Macron. Donc, quand Macron décédera, ce sera quelqu'un de sa famille qui reprendra le pouvoir. Donc, je sais pas qui. J'avoue, je connais pas la famille de Macron, donc je sais pas qui sera l'héritier. Enfin, puis il sera sans doute couronné lui aussi par le pape, hein, je pense. Et d'ailleurs, vous en parlez dans votre livre, juste, vous dites, à un moment donné, c'est vrai, on se demande, vous dites, oui, on n'est pas encore en hôpital psychiatrique, mais la manière dont on traite certains, on peut se demander si effectivement, on n'est pas, heureusement, on n'est pas là en Russie ou en Corée ou ailleurs, mais en Corée du Nord ou ailleurs, mais enfin... Ça rejoint l'URSS. Le traitement des oppositions rejoint l'URSS. Tout individu qui est un petit peu trop écarté du pouvoir, un peu trop critique, est considéré comme... Alors, pas encore un malade mental, mais un peu. Conspirationniste, complotiste. Vous voyez, vous êtes par... Nous sommes en guerre. Mais on est en URSS là ou en ancien régime là? Je comprends plus rien. Bon. Alors si on serait vraiment en URSS, non, non, les gens ils seraient pas juste traités comme un petit peu malades, voilà. Non, non, ils iraient au goulag, d'accord? Donc il y aurait pas de critique. Votre émission elle aurait même pas lieu. Donc non, on n'est pas en URSS, heureusement. Tant mieux, faut que ça le reste, hein. Vous avez le droit de vous exprimer, etc. Y a pas de souci. Mais on n'est pas du tout en URSS, c'est n'importe quoi. Et c'est pareil pour la démocratie. Encore une fois, les gens sentent bien qu'on n'est plus en démocratie, mais on a beau jeu de leur dire non, mais vous n'êtes pas en dictature. non. Alors moi j'ai dit non, effectivement on n'est pas en dictature, mais on n'est pas comme chez nos voisins. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre, pour que les gens qui sentent qu'on n'est pas en démocratie mais ne sont pas capables de l'expliquer puissent l'expliquer. Voilà, tout simplement. Eh ben, Ah bah je vois pas en quoi c'est expliqué parce que là du coup j'ai rien compris. On n'est pas en démocratie, on n'est pas en dictature, on est en ancien régime, on est en URSS. Alors là, alors là effectivement, là on est tout et rien, j'ai rien compris. Bon, d'habitude je fais pas spécialement de conclusion sur mes vidéos, mais là j'avais envie d'en faire une parce que c'est un peu particulier.
En fait, je suis pas, enfin, j'ai déjà précisé plusieurs fois, mais comment dire? Je ne suis pas pour le système politique actuel spécialement. Je vais même être honnête. D'habitude, je donne jamais mon avis et j'essaierai de ne pas le donner. Mais dans ce cas-là, je pense que c'est pertinent. C'est que j'ai un avis qui fait que je trouve effectivement que notre système actuel a des failles, a des problèmes qu'il va falloir corriger. J'ai pas les réponses, comme beaucoup de gens, mais effectivement, il y a des trucs à corriger, il y a des trucs à revoir, je pense. Donc voilà, je suis pas opposé totalement au discours de ce monsieur. Le problème, c'est que il faut quand même garder un, euh, essayer de quand même d'avoir des arguments qui sont bons et pas balancer n'importe quel argument juste pour avoir raison. Et deux, faut essayer quand même de garder un peu comment dire, un peu de nuance quoi. Hein? Parce que non, on n'est pas en ancien régime, non, on n'est pas en URSS. On serait en enfin voilà, on serait en URSS. Bon, Sud Radio, ça n'existerait pas. Donc et comme je dis à chaque fois, euh, n'hésitez pas à aller voir la vraie interview totale. Il y a beaucoup de choses que je zappe forcément vu que c'est un condensé et que forcément, ben moi je m'attaque au point que je trouve mauvais et enfin que j'essaie de corriger ou au moins que j'apporte l'attention dessus. Voilà. Donc si vous voulez faire votre propre avis, etc., vous pouvez très bien aller voir l'interview et vous débrouiller avec ça. Et moi sinon j'ai mis bah, mes sources dans la description. Et puis bah sinon bah, je vous dis bah à plus pour une prochaine vidéo.